nous gagnerions plus de nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. La Rochefoucauld. Ah, cette société qui nous renvoie sans cesse notre image. Et tous ces lieux marchands où règnent les miroirs, ce temple moderne de l'ego qu'est la cabine d'essayage, lieu de souffrance ou de jouissance. Lieu souvent dépeint au cinéma d'ailleurs, parfois de manière drôlatique, comme dans ce film d'Agnès Jaoui, comme une image, où l'héroïne, complexée et traînée là de force par une amie compatissante et à la bienveillance envahissante, s'écrie désespérée « Je suis tellement grosse que je ne vais même pas rentrer dans la cabine ». Jusqu'où peut-on et doit-on faire des efforts pour être bien perçu? Jusqu'où faut-il travailler son image et sa présentation sociale? À partir de quand des efforts légitimes pour ne pas susciter de rejet ou de méfiance immédiat deviennent des contraintes ou des dissimulations? Entre l'approche très précautionneuse, presque aliénante des personnes à basse estime de soi et l'approche offensive des sujets à haute estime de soi instable, où se situe le point d'équilibre? Cette indispensable présentation de soi, comment y réfléchir, mais sans mentir? Comment conduire des efforts qui ne soient pas des contraintes, qui ne nous embarquent pas dans de fausses directions à contresens de notre identité? Il existe très clairement des règles, tant explicites qu'implicites, qui président aux interactions sociales. Celles-ci peuvent certes évoluer selon les époques, les milieux, les âges de la vie. On peut aussi choisir de ne pas s'y soumettre, en adoptant soi-même des comportements hors normes ou en les tolérant chez les autres. Mais ces règles, elles existent. Les connaître, être conscient du degré de pression qu'elles exercent sur nous, c'est une première étape indispensable. Ensuite, il y a plusieurs façons de ne pas en être l'esclave. Suivre ces règles peut par exemple conduire à s'en débarrasser, à penser seulement à être soi-même. C'est le paradoxe de la normalité. Par exemple, en matière de vêtements, pendant longtemps les hommes étaient plus libres que les femmes, car ils n'avaient pas à se soucier de ce qu'ils allaient porter, c'était toujours la même chose. Il en allait de même pour les enfants, pas seulement parce qu'on ne leur demandait pas leur avis, mais aussi parce qu'ils portaient tous, jadis, une blouse à l'école, ce qui gommait une partie des états d'âme et des différences de niveau social. Alors que l'on entend de plus en plus de parents d'aujourd'hui raconter comment leurs rejetons sont stressés par le look. Triste victoire des marchands de fringues et de la dictature de l'image. Mais il n'y a pas que l'apparence physique dans la présentation de soi. La manière dont on communique en fait aussi partie. Respecter certaines règles de communication. Des vêtements au comportement. Obéir à certaines règles de présentation sociale, comme la politesse, peut paraître une contrainte à certains et susciter la peur de perdre son authenticité ou son unicité. Il n'est pas si sûr que la recherche d'une différence de façade soit le but le plus intéressant à poursuivre dans la vie. De plus, sur le terrain, beaucoup de pseudo-spontanéité s'avèrent en fait des réflexes moutonniers qui ne valent guère mieux et n'épanouissent guère plus que des contraintes librement acceptées et oubliées. Les chercheurs en sciences sociales parlent de compétences sociales pour désigner l'ensemble de ces savoir-faire invisibles mais utiles en matière d'acceptabilité et de présence sociale. Cela va des comportements les plus élémentaires, dits non-verbaux, comme regarder dans les yeux, sourire, se tenir à la bonne distance, ni trop près ni trop loin, aux comportements verbaux, plus élaborés, comme écouter sans interrompre, poser des questions et écouter la réponse, etc. D'où viennent ces compétences? En général de notre éducation. Nous a-t-on appris, et jusqu'à quel point, à nous affirmer et à respecter les autres? Mais à notre intéressante époque, qui a beaucoup renoncé à enseigner la politesse et les convenances, l'essentiel de cet apprentissage ne se fait donc pas par injonction, parentale ou sociale, mais de manière invisible, par imitation de modèles, là aussi parentaux, familiaux, sociaux. D'où l'illusion trompeuse qu'en réalité cela ne s'apprend pas, alors que cela s'apprend, et bien même, et à tous les âges, puisque l'apprentissage des compétences sociales
est par exemple une stratégie largement utilisée et avec succès en psychothérapie et en développement personnel. Autre illusion, ce qui est appris n'est pas spontané. Erreur. Ce qui n'est pas spontané, c'est simplement ce qui est en train d'être appris. Il s'agit du même phénomène que les improvisations en musique. Une fois qu'on maîtrise les bases, elles se font facilement. Ce qui a été appris dans un premier temps peut parfaitement devenir spontané dans un second. C'est même la caractéristique de tous les apprentissages réussis. En quoi consistent ces compétences sociales? En gros, à prendre sa place, mais pas toute la place. Elles comportent deux versants, l'un expressif, l'autre réceptif. Le versant expressif, c'est celui de l'affirmation de soi, dont nous avons déjà un peu parlé. Elle consiste simplement à ne pas toujours attendre que l'on nous laisse de la place. Cela concerne les basses estimes de soi. Mais sans toujours vouloir prendre toute la place. Cela concerne les hautes estimes de soi. Cet art de faire sa place au milieu des autres, sans violence ni spasme, ne va pas de soi. Et il est perturbé par de nombreux phénomènes psychologiques, comme des problèmes d'estime de soi, et émotionnels, comme le trac. Le versant réceptif, c'est celui de l'écoute active. Ce terme n'est pas un hasard. L'écoute est bien un processus actif, durant lequel on a à relancer, faire préciser ou compléter, se mettre émotionnellement en phase avec son interlocuteur. C'est aussi un processus subtil, qui peut être perturbé par la fatigue, l'inhibition, à force de ne pas intervenir on s'assoupit, les doutes, au lieu d'écouter on cherche comment faire bonne figure, etc. Se montrer à l'écoute est utile à l'estime de soi. Cela apporte des informations extérieures, souvent préférables à nos suppositions, permet le lien, facilite la décentration vis-à-vis de soi. L'écoute aide aussi à l'acceptation, en nous rappelant qu'écouter n'est pas approuvé ni validé. On peut écouter activement en n'étant pas d'accord. Simplement, on fait l'effort d'écouter, au lieu de se dire intérieurement « ce n'est pas ça du tout, il a tort, quelle erreur de penser ainsi ». Quelques exercices de compétences sociales. Nous utilisons souvent des jeux de rôle, lors de nos séances de thérapie, pour réfléchir avec nos patients sur une matière vivante et émotionnelle, vibrante, plutôt que de rester seulement dans le discours ou la réflexion. Ainsi, si un patient se plaint de sa difficulté à entrer en contact avec autrui, ou de son sentiment de ne pas arriver à intéresser les autres ou à être écouté, nous ne faisons pas qu'en discuter, que réfléchir aux origines de ce problème passé, ses parents ne l'ont guère écouté, ou présente, il est persuadé de ne pas être intéressant. Nous mettons aussi la situation en scène, en lui proposant un jeu de rôle. Imaginons que je sois une personne assise à côté de vous lors de ce repas où vous ne connaissez personne, comment entreriez-vous en contact avec moi? Les enseignements issus de ces petites mises en situation sont souvent très riches, car malgré le caractère évidemment artificiel de ces scénettes, il est très fréquent qu'elles activent cependant des émotions très proches de celles suscitées par les vraies situations, et surtout qu'elles révèlent certains comportements eux aussi finalement assez proches de ce qui se passe d'habitude. Ce qui frappe durant ces jeux de rôle, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à donner des informations ou des avis personnels. Non qu'elle n'ait pas d'opinion ni de jugement, ou qu'elle n'ait rien à dire sur elle. Lorsque le thérapeute les questionne activement, il arrive à obtenir largement assez d'idées intéressantes. Mais elles estiment que cela n'a pas d'intérêt. Ce qui vient d'elles est forcément terne et sans saveur. La recommandation, et l'entraînement par jeu de rôle qui ira avec, consiste à rappeler que ce n'est pas seulement à nous de juger de la pertinence ou de l'intérêt de nos propos. Sachant que nous sommes les pires censeurs possibles de nous-mêmes, il vaut mieux laisser à d'autres ce soin de voir si nos propos sont ou non intéressants. 5 conseils sont alors donnés et expérimentés en exercice. S'engager et donner de soi dans la relation. Raconter, donner son avis, exprimer ses sentiments. Ne pas hésiter à poser des questions à ses interlocuteurs dans le même domaine. Ne pas redouter les silences.
prendre l'habitude de laisser s'écouler 1 ou 2 secondes avant de reprendre la parole ou de relancer. Vraiment rentrer dans l'échange au lieu de se surveiller et de surveiller les réactions d'autrui. Se rappeler qu'il s'agit d'un échange, non d'un examen de passage ou d'un oral d'entrée en grande école. Les avantages d'une présentation équilibrée et sincère. Faut-il donc chercher toujours à se présenter sous son meilleur profil, que ce soit un profil psychologique ou une apparence physique? Tout va dépendre de l'intensité des efforts à produire. Mais attention, en se méfiant de ces efforts qui tueraient la spontanéité, à ne pas trop valoriser ce qui serait spontané chez nous. Le spontané n'est pas toujours le souhaitable. Certaines inhibitions sont spontanées, certaines parades et certains mensonges aussi. Plus que la spontanéité, il semble que le bon objectif en la matière soit le juste milieu et la sincérité. On a ainsi montré qu'une présentation de soi modeste, ni trop positive ni trop négative, sera celle qui procurera les sentiments et les jugements les plus favorables aux interlocuteurs, le plus grand capital de sympathie, et qui entraînera donc la plus grande acceptation sociale. Les bénéfices de la sincérité sont donc relationnels, mais ils sont aussi internes. Sur le long terme, la sincérité est nécessaire en raison du coût épuisant du faire semblant. Lorsqu'on nous demande de faire des efforts inhabituels de présentation face à autrui, cela entraîne des effets adverses, intellectuels et émotionnels notamment. Dans une des études de ce type, on demandait à des volontaires de se présenter de façon inhabituelle, de façon flatteuse et très positive à des proches, ou très humble et modeste à des inconnus, les 2 attitudes étant à l'inverse de nos tendances spontanées. Les volontaires à qui l'on avait demandé cela montraient ensuite de plus grandes difficultés à effectuer des séries de multiplication complexes de 3 chiffres par 3 chiffres. Rien à voir? Eh bien si. Le stress lié à l'effort de contrôle sur son autoprésentation altérait, au moins à court terme, leur capacité de concentration. D'autres résultats confirment, mais c'est plus logique, les perturbations en matière de confort émotionnel et de facilité d'élocution, par exemple. Plus complexe mais intéressant. On s'aperçoit dans ces études que se trouver confronté à des tâches difficiles et sollicitantes va augmenter les tendances narcissiques des volontaires, non leur estime de soi, mais leur propension à se survaloriser. L'hypothèse qu'en retirent certains chercheurs est que c'est un argument pour dire que la présentation modeste de soi serait l'objet plutôt d'une régulation, altérée par les efforts, que d'une spontanéité. C'est un problème philosophique assez passionnant. Selon ce genre de travaux, nous ne serions pas modestes spontanément, mais par choix stratégique. Nos tendances naturelles seraient à la dilatation de l'ego, et ce serait la vie et les autres humains qui nous rappelleraient à l'ordre. Avec parfois tant de vigueur que cela pourrait aboutir à la position inverse, si souvent observée, d'efforts à faire non plus pour freiner, mais pour booster l'estime de soi. Nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, le désir conscient et effréné de toujours montrer le meilleur de soi et de parfaitement maîtriser la manière dont nous sommes perçus, être aux aguets du moindre malentendu ou du moindre défaut dans l'image que les autres peuvent avoir de nous, représente bel et bien une source majeure de stress. S'exposer aux autres sans effort exagéré représente peut-être un effort également, mais qui peut s'avérer plus fructueux sur le long terme car il nous permet d'accéder au must, être apprécié pour ce que nous sommes et non pour ce que nous cherchons à paraître. Être apprécié par les autres, c'est bon, mais c'est encore meilleur pour l'estime de soi lorsqu'on est apprécié pour ce qu'on est, plus que pour ce qu'on a fait et réussi. Lorsqu'on étudie ce type de situation en laboratoire de psychologie, on s'aperçoit que le fait de se sentir compris et accepté allège nettement nos défenses et nos tendances à protéger ou à promouvoir notre estime de soi. Alors, bas les masques?